Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilv, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole à travers ce podcast. Et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie, les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Charlier. C'est un challenge d'écriture qui prônait la sororité qui nous a connectés l'une à l'autre sur les réseaux à l'automne dernier et le podcasting qui nous a réunis. Christelle vit en Loir-et-Cher. Elle est spécialisée dans l'intelligence émotionnelle et le deep coaching. Elle est la fondatrice du podcast La Voix du M'en-foutisme. Elle se décrit comme une catalyseuse de potentiel insoupçonné. Son leitmotiv, nous aider à changer de perspective pour briller par le biais d'une transformation psychologico-spirituelle engagée et engageante. Christelle ne fait pas partie de ceux qui se conforment à la bien-pensance. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Je ne vous en dis pas plus. Installez-vous confortablement et immiscez-vous dans notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Christelle. Bonjour Katia. Merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Comment est-ce que tu vas ? Je vais bien. Je suis très enthousiaste à l'idée de répondre à tes questions. Comme c'est la première fois que je fais cet exercice, je sors de ma zone de confort et je suis heureuse de faire ça. Voilà. Et toi, comment vas-tu ? Je vais bien, je te remercie. Je suis contente d'être là avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais pouvoir rajouter à la présentation que j'ai faite de toi ? J'ai pas ma langue dans ma poche en privé. Là, on va voir si ma langue est aussi déliée que d'habitude. Déjà ça. Et l'autre chose, quand tu parles d'un leitmotiv d'accompagnement psychologico-spirituel, la partie spirituelle, c'est avec les gens qui sont OK, qu'on a envie, qu'on en a besoin. Sinon, je n'impose absolument rien sur ce type de thème. Voilà. Est-ce que, avant de revenir peut-être sur justement ton type d'accompagnement, tu peux nous raconter qui tu es, ton parcours, qu'on comprenne comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui ? T'as du temps ? Oui, on a le temps. D'où je viens? Je vais te faire un petit historique professionnel. Allons-y. J'ai commencé en tant que commercial parce que je n'avais pas encore de diplôme. Je suis partie un petit peu prématurément de chez mes parents parce que je viens d'une famille dysfonctionnante et il fallait que je parte. Donc j'ai passé mon bac en candidat libre tout en travaillant à côté à l'âge de 19 ans. Quelques années plus tard, parce que c'était pas du tout satisfaisant comme métier. Moi, j'ai besoin de matière, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me questionner, j'ai besoin d'analyser. Enfin bref, le métier de commercial n'était pas du tout adapté à mon profil. Puis j'étais une très très mauvaise commerciale. Il faut être tout à fait honnête avec ça. Dans quelle branche tu étais ? J'ai travaillé dans le domaine de la quincaillerie, mais aussi de l'édition. Enfin, j'ai fait un peu de tout, un petit peu de tout. J'ai même vendu des progiciels pour les pharmaciens. Donc tu vois, j'ai fait vraiment de... Et j'ai repris mes études dans le domaine informatique. Je me suis formée sur ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et je suis rentrée à l'issue de cela dans le groupe PSA qui est devenu Stellantis aujourd'hui. Et donc j'ai fait de la programmation orientée objet au départ, puis je suis devenue chef de projet informatique, puis chef de projet utilisateur, et puis après j'ai fait de la direction de projet à l'international. Et ça s'est pas bien fini parce que ça s'est fini en burn-out. Et donc là, j'ai décidé de me mettre à mon compte, incapable de continuer à travailler en tant que salarié. Ça me sortait par les yeux, ça me provoquait des crises d'angoisse, c'était donc impossible. Et je suis retournée aussi sur les bancs de l'école, donc pour me former à l'enseignement, à la formation.
parce que j'avais envie de transmettre ce que j'avais appris pendant ces années, parce que travailler chez PSA avait été extrêmement formateur sur notamment la gestion de projet, qui à l'époque, leur gestion de projet était vraiment reconnue dans le domaine informatique. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Je pense que oui. Au niveau des process, ils ont toujours été plutôt bons. Donc, j'ai enseigné et j'ai formé. Alors, enseigner, c'est au niveau de l'enseignement supérieur auprès d'étudiants en alternance. Donc, c'était très intéressant parce qu'ils étaient à la fois en entreprise et sur les bancs de l'école. Et moi, c'était des profils qui me convenaient bien plus que des étudiants classiques parce que moi, je suis une femme de terrain. J'aime passer à l'action. La théorie, c'est bien, c'est important. Hein, il faut comprendre ce qu'on fait. Il faut le réfléchir, mais à un moment donné, il faut passer à l'action pour vraiment le comprendre et l'intégrer. Donc, j'aimais beaucoup travailler avec eux. Puis, formation, c'est avec les entreprises. Donc, j'ai fait ça. Puis, j'ai fait aussi du conseil en informatique, toujours dans ma spécialité. Et puis, j'ai fait des rencontres. Tout en me soignant. Je me suis de mon burn-out, parce que c'est quand même une sacrée blessure. Je rentre dans la moyenne des gens qui ont fait un burn-out violent. C'est-à-dire que j'ai mis 5 ans à m'en remettre, à retrouver de l'énergie. Parce que j'avais vraiment cette grosse difficulté, ce seuil énergétique en permanence comme épée de Damoclès au-dessus de la tête, à savoir que dès que je forçais un peu, je m'effondrais complètement. Donc il fallait absolument que j'apprenne à écouter ce corps que je n'avais pas écouté pendant tant d'années. Ça se manifestait comment? Tu parles Je d'effondrement? n'arrivais plus à réfléchir, j'avais plus de volonté et j'étais extrêmement fatiguée, je devenais incapable de dormir. Donc c'est un problème quand même. Et ça pendant plusieurs années. Et j'ai fait la connaissance de 2 coachs qui m'ont parlé de leur job. Un executive coach, donc qui travaillait beaucoup avec des dirigeants d'entreprise. À côté de ça, une psychothérapeute coach. Donc leurs 2 regards étaient vraiment très intéressants sur leur métier. Puis la vie faisant bien les choses, en même temps, dans mon métier de conseiller en informatique, on commençait à m'appeler coach. Alors que je leur disais, mais non, mais moi je suis pas coach, j'ai pas la formation. Pour moi, ça relève de la psychologie. Donc je sais bien on parle de coach agile dans le domaine informatique, mais ça galvaude le terme de coach. L'expression. Et ça m'a intéressée, ça m'a interpellée, alors qu'en fait, c'était pas du tout prévu au départ d'aller dans cette direction. Et je me suis formée à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là aussi, avant même de commencer la formation, que j'ai eu des prises de conscience sur moi et d'un certain nombre de travaux que j'avais à faire sur ma psychologie, notamment l'acceptation que j'avais subi des violences quand j'étais gamine. Et donc, le coaching m'a donné aussi des outils, en plus de tout un tas d'autres choses que j'ai apprises, pour me permettre de dépasser tout ça, de me libérer de la souffrance, de guérir, voilà. C'est comme ça que j'ai commencé en coaching. Et j'adore ce job, j'adore ce métier parce que les problématiques des gens se ressemblent toujours. Mais c'est toujours différent parce que chaque individu n'a pas la même psychologie, n'a pas la même façon d'appréhender les choses, n'a pas les mêmes besoins, pas la même ressenti. Et donc, je ne sais jamais ce qui va se passer. Et en même temps, ça fait partie du métier d'accepter que tout va pouvoir se passer. Ah, c'est une excellente leçon aussi sur la question de l'échec. Parce qu'en fait, face à des gens, il y a des moments où on n'arrive pas à les aider à dépasser une limite qui les empêche d'avancer, qui peut même les faire souffrir. Et il a fallu apprendre à accepter pas que j'avais pas la science infuse, hein, et donc de dépasser le syndrome du sauveur que beaucoup de gens connaissent quand ils exercent ce métier, en tout cas au départ, et dont il faut se libérer. Voilà par rapport à la partie professionnelle. Que dire d'autre? Je sais pas, je suis méditante depuis plusieurs années. J'ai suivi un stage de Christophe André, le psychiatre qui promeut la méditation en France en 2013. J'étais éligible suite à mon burn-out et parce que j'avais été aussi dépressive avant, suite à mon histoire familiale. Donc, mais je suis devenue vraiment méditante qu'en 2018. Donc tu vois là, t'as une espèce d'alignement des planètes. Pareil, je me suis mise au Hatha Yoga en 2016 où là j'ai commencé à avoir à comprendre certaines choses sur la réalité de la vie et progressivement ça m'a aidé à écouter mon corps, à le détendre aussi. Je m'étais pas rendu compte que j'étais extrêmement crispée toute ma vie. J'étais en alerte. Hein, c'est le principe des gens qui sont traumatisés. Ils sont en alerte en permanence. Donc voilà, il y a tout cet apprentissage qui s'est fait au fur et à mesure. Et je me suis installée en Loir-et-Cher en 2021. Je suis une ancienne Parisienne. J'habitais à Paris dans le 14e. Voilà en gros. Merci. Ton parcours de vie dans les grandes lignes n'est pas sans rappeler celui de Laurence, dont j'ai publié l'interview ces jours-ci. Je sais pas si tu as l'occasion de l'écouter. Il y a beaucoup de similitudes. Et en tout cas, il y a beaucoup de similitudes dans mes invités par rapport au burn-out. Un grand nombre.
sont passés par cette étape-là de vie. Une dépression, donc de gros questionnements existentiels ou un burn-out. C'est vraiment le point commun d'un grand nombre de mes invités. Et comme si ça amenait vraiment vers un processus de transformation et de changement radical et de reconnexion à soi et de pratiques, voilà, comme toi, méditatives. C'est assez, là, je trouve que c'est assez marquant et marqué toutes ces similitudes qu'il y a entre vous et toutes les corrélations peut-être qu'il y a entre l'histoire de vie et à un moment donné, dans la vie, ben voilà, tu dis le corps qui parle. Toi aussi, tu parles d'effondrement. Laurence aussi, elle en parle dans ces mots-là. Vous avez un vécu qui est commun sur ces questions-là et elle aussi, elle s'est engagée dans le coaching. Donc, c'est intéressant. Ouais, comment peut-être les événements de vie finalement participent aussi au déploiement de qui on est ensuite dans sa vie professionnelle À aussi. tous les niveaux, je suis d'accord. C'est vrai que le burn-out, c'est une véritable épreuve. Et là, tu découvres que tu as un corps et qu'il n'est pas indestructible et qu'il faut absolument que tu apprennes à l'écouter et à en prendre soin. C'est une vraie leçon de vie fondamentale parce qu'effectivement, on nous apprend à dire que notre corps, on le contrôle et on peut le forcer. Avec la volonté, on peut en faire ce qu'on veut. Non, non, moi, je l'ai vécu. L'effondrement, c'est plus aucune volonté. Moi, c'est ça qui me faisait avancer depuis toujours, d'être volontaire. Et d'un coup, il y avait plus rien. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un point commun aussi avec pas mal de gens parce que l'effondrement du corps et de l'esprit, ils se produisent pas par hasard. C'est bien parce qu'on n'a pas écouté, hein. Donc, c'est un réapprentissage et c'est un cadeau en fait. Sur le moment, j'appelais pas ça un cadeau, hein, que c'était assez horrible. Tu dors plus, t'es pas bien. J'étais même devenue moi agoraphobe, donc plus dépressive. Enfin, là, j'ai eu le 3 à la totale. Je me suis mise à manger, donc je suis devenue obèse, donc je me sentais mal dans mon corps, donc j'étais pas bien du tout. Mais aujourd'hui, je sais que c'était un cadeau. Ça m'a obligée à arrêter de fuir cette réalité intérieure, qu'il fallait que je travaille sur moi pour devenir celle que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est un cadeau qu'on se fait, quoi. Ou pas, d'ailleurs, on peut parfaitement choisir de ne pas regarder. Je connais des gens qui ont fait des burn-out, mais qui ont décidé de continuer à avancer à marche forcée. Dans l'après-coup, quels ont été les signes que tu n'as pas su voir ou entendre avant l'effondrement? Est-ce qu'il y en avait? Oui, j'étais devenue insomniaque. J'aurais peut-être dû me poser des questions. J'étais extrêmement nerveuse. J'étais agressive aussi, mais bon, ça, c'est lié aussi au sommeil. C'est lié au sommeil, mais c'est lié aussi au fait que j'écoutais pas ce qui se passait en moi. Et puis, je me rappelle que quand je rentrais du bureau, j'avais envie d'hurler. Je souffrais à l'intérieur, j'avais mal au plexus solaire, j'avais du mal à respirer et je me rappelle que je tapais dans les murs, quoi. Et dès que je retournais au bureau, je reportais mon masque, pouf, plus rien. Et dès que je rentrais chez moi, je reprenais je repartais dans cette souffrance que je ne comprenais pas, hein. J'étais incapable de la nommer. Et il a fallu donc du temps pour accepter de la avoir. Il a fallu 2018 pour être capable de la nommer. Ta vie s'est littéralement transformée Ah depuis. oui. Est-ce que c'est aussi le début d'une forme, alors c'est un mot avec lequel je mets des pincettes ou des guillemets, mais une forme d'éveil aussi à toi, à la vie, à qui tu es, à tes capacités, à ta spiritualité? Alors les premières années, ça a été l'acceptation que j'avais le droit d'être malade et de souffrir. C'était surtout ça et que et j'ai accepté de me soigner les premières années. Et puis en 2016, je me suis enfin décidée à devenir méditante, hein. J'ai procrastiné parce que j'ai fait le stage avec Christophe André en 2013 et donc je méditais en dilettante. Et en 2016, je suis enfin devenue méditante. J'ai commencé à avoir à vivre des choses en méditation assez étonnantes, des expériences transcendantes, dont une en particulier qui m'a laissée un peu sans voix et qui m'a amenée à cet éveil spirituel entre autres et à me poser des questions sur la nature de la réalité. C'est que je médite, je suis très zen, je suis calme, je suis contente, c'est pas tous les jours comme ça, alors j'en profite. Et subitement, je vois un fœtus doré. Donc d'abord, je me dis, c'est moi qui suis enceinte. Ça m'étonnerait, je faisais très attention à cela. Puis subitement, je pense à une amie qui cherche à avoir des enfants et qui n'y arrive pas. Puis je décroche mon téléphone et je l'appelle et elle sort de chez la gynéco et elle me dit que la gynéco lui dit qu'elle va perdre le bébé et moi je lui sors tout de go. Non, tu vas le garder et c'est une fille. Mais je ne sais pas que j'ai l'information, mais elle est là. Et donc je lui partage ça et elle a eu sa fille. Elle n'a pas perdu le bébé. Donc j'ai vécu cette expérience où en fait j'ai eu une information qui m'appartient pas, qui je sais même pas comment elle est arrivée, et pourtant elle est là et elle est vraie. Ça m'a un petit peu scotché forcément. Donc ça m'a fait me poser des questions sur la réalité, mais je dirais que la vie a le sens de l'humour et je me suis retrouvée à ce moment-là à faire des rencontres étonnantes. Par exemple, je suis tombée sur un homme à une soirée pro. Tu vois, t'es en train de réseauter. Un type
t'attrape par la manche et il t'explique qu'il est médium et qu'il a un truc à te dire. Tu crois pas à la médiumnité. Tu t'as été éduqué, toi, à penser que la seule chose à croire, c'est la science. Et là, tu commences à faire des rencontres qui n'auraient pas dû avoir du sens pour toi. Mais là, t'écoutes. Tu t'étonnes toi-même. T'as appris à écouter ce qui se passe en toi et tu sens qu'il faut que tu écoutes ce type que tu ne connais pas, ni d'Ève ni d'Adam, et tu ne crois pas à la médiumnité. Et tu l'écoutes. Et ça provoque des questionnements sur qui tu es. Il y a des choses que tu te rends compte que tu sais déjà sur une autre forme de réalité, mais que tu sais pas expliquer. Tu sais, ça te vient des tripes et c'est là, c'est une évidence. Là, je me lâche un peu, j'avoue. Tu nous partages ce que tu es en capacité de pouvoir nous partager et transmettre publiquement. Oui, c'est ça. Rappelle-moi ta question. Je te demandais au tout départ si finalement, le moment où tu démarres la méditation, en fait, tu fais un burn-out, tu démarres la méditation, le yoga, est-ce que ce serait le point de départ de ton éveil, entre guillemets? Et donc, tu es venu à parler de ce flash que tu as eu en méditation, de cette rencontre avec cet entrepreneur médium, et je commence à à vivre des choses qui devraient pas être là. Avoir par exemple des plumes qui tombent de mon plafond alors qu'en fait il y a pas d'oreiller dans la pièce en plumes et j'ai pas d'oreiller en plumes à la maison, mais ça se produit. Nid d'oiseau. Il y a ni d'oiseaux dans l'appart, les fenêtres sont fermées et t'as des plumes qui tombent. Tu sens des frôlements, tu sens des odeurs, il y a des trucs qui se manifestent. C'était pas prévu au programme, tu n'y crois absolument pas, mais pourtant c'est là. Et là, tu tombes un peu des nues. J'ai lu d'ailleurs Patricia Daré, la journaliste médium à l'époque, qui raconte qu'elle a pensé qu'elle était folle et est allée voir un psy. Et le psy elle se met à faire la biographie de ce psy en direct devant lui. C'est pas prévu au programme, hein, mais elle se met à écrire. C'est comme une force extérieure à elle qui la pousse à le faire. Et le psy lit, il dit oui, c'est ma vie et vous êtes médium. Il n'y a pas à discuter pendant 8 jours. Et moi, ça m'a rassurée. Il y a d'autres gens qui m'ont rassurée sur ce que je vivais. C'est des gens comme Philippe Guillemont, l'ingénieur physicien, qui parle de la physique de la conscience. Je me suis dit bon, ma fille, t'es pas complètement dingue. Il se passe des trucs qui sont pas prévus au programme, que tu n'as jamais voulu, que tu as toujours cru que c'était des fadaises pour les gens crédules. Et pourtant, c'est là. T'en fais quoi de tout ça? Alors, au départ, j'ai refusé la réalité. J'ai mis ma tête dans le sable comme une autruche et j'ai attendu que ça se passe. Mais ça s'est pas passé, ça a persisté, un peu comme si ça avait une volonté propre et que ça avait essayé. Toi, Christelle, tu vas voir, tu vas comprendre ce qui se passe. Puis à un moment donné, j'ai lâché prise, j'ai accepté et j'ai commencé à être initiée à la vérité de ce que je suis et à la vérité de ce qu'est la vie. L'invisible est là en permanence et il interagit avec nous. Donc, comme je te disais au départ, ces sujets-là, je n'en parle qu'avec les gens qui ont envie d'en parler et qui sont prêts à l'accueillir. Les autres, je leur fous la paix parce que j'ai été comme eux. Je sais parfaitement que il y a un moment donné, on est prêt ou pas, d'ailleurs, à accueillir ce genre de choses. Mais je voudrais ajouter à cela, c'est que il s'agit pas ce dont je suis en train de parler, c'est vraiment de spiritualité dans le sens où qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on vient apprendre, etc. Les facultés éventuellement extrasensorielles, médium, voyant, etc. Ce sont je dirais des outils éventuellement pour ceux qui ont ces capacités. Mais ce qui est avant tout important, c'est comment je choisis de vivre dans ce monde. Quelles sont mes valeurs? Qui est-ce que je choisis d'être? Est-ce que je décide par exemple, de continuer à mentir comme je peux l'avoir fait moi en portant un masque? Est-ce que je continue à me mentir à moi-même sur qui je suis et aux autres? Ou est-ce que je décide enfin de devenir moi avec toutes les faiblesses que ça suppose parce que l'être humain est imparfait. Et c'est comme ça que tout a commencé. C'est effectivement accepter d'écouter ce corps, d'écouter mon esprit aussi, ce qui se passait en moi. Alors à ce moment-là, j'ai pu entendre des choses qui n'auraient pas dû être là et accepter aussi de parler par exemple à ce médium. Avant je leur ai dit bon t'es mignon mais va jouer ailleurs quoi. Et accepter d'en parler aujourd'hui publiquement. Oui c'est une nouvelle étape. Ce que tu n'as pas fait jusqu'à présent. Enfin, je sais qu'on en a déjà parlé au tout début quand on a fait connaissance. C'est quelque chose que tu ne mets pas nécessairement en avant et qui se révèle dans tes séances avec tes clients en fonction effectivement de ce qu'ils sont en capacité de pouvoir entendre ou pas. Mais ça reste dans ton cabinet. Ça restait jusque-là effectivement de l'ordre du privé, éventuellement, occasionnellement avec certains clients. Mais comment est-ce qu'on est entier si on cache une partie de soi-même? C'est compliqué. Et je me rends compte que plus j'ouvre les vannes et j'en parle, plus c'est accueilli positivement. Je m'applique d'ailleurs
à tenir un discours qui est cohérent, structuré, pas tenir un espèce de, je dirais, de discours de bisounours comme je peux entendre certains, je les appelle les spiritualistes avec des grands guillemets où en fait ils nous parlent qu'on est des esprits de lumière, qu'on est parfait, etc. Je suis pas d'accord avec ce type de discours. C'est très bisounours. La réalité, elle est différente. C'est comme je vais donner un autre exemple, c'est par rapport à la psychologie positive. La psychologie positive, si on l'applique de manière un peu bête et méchante, ça signifie on ne voit que ce qu'il y a de positif dans la réalité et on fait complètement, on exclut complètement la partie négative. Non, la psychologie positive, c'est décider de voir d'abord ce qu'il y a de positif, si je résume de manière un peu simpliste, mais d'avoir conscience qu'il y a aussi des aspects qui ne sont pas positifs dans la situation et être capable de les gérer. Mais d'un point de vue psychologique, si on commence à regarder les choses du point de vue négatif, on est en train de se fermer aux opportunités et aux possibles des situations et dans notre capacité à résoudre facilement les problèmes. Si on part d'une psychologie positive, on est dans l'ouverture, donc les problèmes se manifestent parce qu'il y en aura toujours. Dans la vie, on a tout le temps des emmerdes, ça s'arrête jamais. Mais on devient capable de les gérer de manière fluide et de manière moins énergivore aussi. Et on va beaucoup moins aussi dans les situations d'échec. Et en spiritualité, c'est exactement la même chose. Il y a tout un pan de gens qui pensent qu'en fait, c'est le monde des bisounours, tout est ok, c'est facile et c'est simple. Non, faut arrêter un petit peu avec ça. Devenir spirituel, c'est un cheminement psychologique, psychique. C'est un questionnement sur l'endroit où on veut aller, c'est-à-dire c'est ça le libre arbitre, c'est qu'est-ce que je souhaite apprendre, où est-ce que je veux aller, qui est-ce que je choisis d'être, non pas par rapport à mon histoire passée, mais par rapport à ce que je suis dans le présent. Donc ça veut dire travailler son histoire passée et puis rester humble. Parce que malheureusement, je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'ego dans l'approche spirituelle de certaines personnes. Et ça empêche aussi de voir une partie de la réalité telle qu'elle est. Tu es spécialisée dans l'intelligence émotionnelle et le deep coaching. Alors, c'est la première fois que j'entendais parler, moi, de deep coaching. Moi, je pense plutôt deep state, mais tu nous en dis un peu plus sur ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, tu as fait un post là-dessus hier, non? Tu parlais du moins d'intelligence. Je parlais pas du deep coaching, je parle d'un autre sujet, mais effectivement, on a un problème avec la notion de l'intelligence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on raccorde l'intelligence avec le QI, donc le quotient intellectuel, mais on n'est pas que rationnel, on est aussi des êtres d'émotions, et notre histoire nous raccorde à des fonctionnements inconscients qui sont pas rationnels du tout. Et la plupart de nos décisions n'ont strictement rien à voir avec la rationalité de la situation, mais avec ce que nous sommes dans l'instant présent en fonction de notre histoire passée. Donc on en revient à ce que je disais juste avant vis-à-vis de la notion pour moi de spiritualité, qui est que le passé, si on le travaille pas, eh bien, il vient brouiller le présent. Alors, c'est pas pour autant qu'on devient des êtres purement rationnels. Nous ne sommes pas des machines, mais on devient des êtres qui écoutons nos émotions, nos corps et aussi notre faculté de raisonnement, d'analyse, et qui sommes capables de prendre des décisions plus en adéquation avec ce qu'est la réalité et non pas telle qu'on l'imagine par rapport à notre histoire passée. Le deep coaching, c'est pour me démarquer par rapport aux deux types de coaching qui sont le plus connus, qui sont le coaching de la performance, c'est-à-dire qu'en fait, le coaching, on modifie l'environnement extérieur pour pouvoir continuer à avancer avec. Par exemple, je travaille dans une entreprise, le job que j'exerce ne me convient pas, je quitte l'entreprise ou alors je change de service. D'accord ? C'est pas je travaille sur moi pour savoir quel est le meilleur job sur moi, c'est je prends une décision, je change d'environnement. T'as un deuxième type de coaching qui est celui de développement personnel, du développement personnel. J'aime pas le terme, je trouve qu'il est complètement galvaudé, il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Donc deep coaching, ça me plaît bien parce qu'il inclut les deux. Moi, je pense que dans la vie, le changement, c'est à base d'introspection, savoir qui je suis, quelles sont mes limites et comment est-ce que je peux les dépasser pour atteindre mes objectifs. Et de l'autre, modifier aussi son environnement extérieur. Parce qu'il y a forcément des choses dans l'environnement qui induisent aussi des fonctionnements qui ne permettent pas d'avancer. Donc, deep coaching, voilà, c'est pour me démarquer. Puis parce que personne ne sait ce que c'est, donc on me pose la question, donc ça crée de la curiosité. Qu'est-ce que ça veut dire si on le traduit littéralement? Du coaching profond. Donc effectivement, on vient pas me voir pour, je sais, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple
J'arrive pas à gérer mon temps et mes priorités. J'hésite entre 2 formations, pour ça. Laquelle est-ce que je dois choisir? Alors pas en tant que conseil, mais me demander de les questionner jusqu'à ce qu'ils fassent un choix. Non, moi, on vient me voir quand on a essayé plusieurs outils, de gestion du temps et des priorités et qu'en fait, ça marche toujours pas, on n'y arrive pas. Ça veut dire qu'en fait, concrètement, qu'il y a des mécanismes inconscients qui se mettent en route pour que justement, on n'arrive pas à gérer son temps et ses priorités parce qu'il y a quelque chose dans la réalité qu'on veut pas voir. C'est un exemple. Ou alors, si on parle d'intelligence émotionnelle, il y a des managers qui viennent me voir parce que, ils n'arrivent pas à fonctionner avec certains de leurs collaborateurs ou un de leurs managers. Et cette personne leur tape sur le système nerveux. Ils n'arrivent pas à dépasser cette difficulté et en fait, les relations sont très compliquées et ils ne comprennent pas d'où ça vient. Donc là aussi, on va aller chercher à l'intérieur d'eux quels sont les mécanismes, quelles sont les émotions qui se manifestent pour leur permettre de dépasser cette difficulté. Alors, je vais donner un exemple concret, un truc qui m'est arrivé il y a plusieurs années avec un chauffeur de taxi. Ça sera beaucoup plus clair comme ça. Le chauffeur de taxi décide de me raconter son expérience quand il était salarié et il me disait « Ah, je supportais pas mon manager, ce type était un menteur et un manipulateur, je le supportais pas et puis je supportais pas non plus mes collègues parce qu'ils acceptaient de se faire manipuler. » Alors moi, je lui ai demandé « En quoi êtes-vous un manipulateur ?» Et là, il m'a répondu, alors j'ai eu du bol, hein, il aurait pu il m'envoyer balader, me dire de sortir de son taxi, hein, parce que ça peut être très très violent d'un point de vue psychologique. Je lui ai demandé et il m'a répondu qu'effectivement, il était un manipulateur pour se protéger des autres. Alors je lui ai dit, vous ne supportiez pas votre manager, en gros, hein, dans les grandes lignes, parce qu'on n'était pas en séance, hein, vous ne le supportiez pas parce qu'en fait, il reflétait quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, être un manipulateur. Donc soit vous acceptez que vous êtes un manipulateur et c'est OK, c'est vous que ça regarde, soit vous décidez de changer et de vous protéger autrement ou de faire confiance. Comment comprendre alors toutes les rencontres que l'on fait dans notre vie, avec des manipulateurs? Ça va renvoyer quelque chose de nous à chaque fois? Alors là, on rentre sur un sujet qui est super épineux parce que en fait, il y a des gens qui vont penser que ça va induire de la culpabilité et une forme de responsabilité. Là, quand on tombe sur des menteurs et des manipulateurs, là, c'est quand même des cas qui sont super particuliers. Donc, je pense pas qu'on puisse. Ça me semble compliqué là pendant une interview d'expliquer ça parce que les gens qu'on rencontre ont une fonction de nous apprendre quelque chose, de nous permettre de confirmer qu'on a changé. D'accord? En aucune manière, ça fait de nous forcément comment dire, ça nous rend pas forcément responsables de la situation. C'est-à-dire, par exemple, une femme qui se fait violer, faut pas qu'elle pense qu'elle est responsable, par exemple, de ce qui s'est passé. Celui qui est responsable de ce qui s'est passé, c'est le violeur, hein. Elle est victime, il y a aucun doute là-dessus. Même face à un manipulateur, la personne qui subit la manipulation est une victime. Mais au niveau psychologique, effectivement, si ça se produit de manière répétitive, il y a de quoi se poser la question, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à voir de la réalité qui fait qu'on tombe sur ces prédateurs? Tu vois, tout simplement, sans aller dans dire oui, c'est de ta faute, parce qu'effectivement, il y a des coachs qui n'ont pas de formation de coaching professionnel, hein, qui est un titre au RNCP, donc c'est un titre professionnel reconnu par le ministère du Travail, qui avance ce genre d'ânerie, comme quoi on est responsable de ce genre de situation. Faut relativiser, c'est un peu bête et méchant comme discours, et puis ça fait beaucoup de mal à ceux et celles qui ont subi ce genre d'agression. Peut-être pour rebondir sur l'exemple que tu donnes de ton chauffeur de taxi, ça fait plus penser au mécanisme de la projection. Oui, c'est vrai. D'identifier, de faire le reproche à l'autre de ce que, d'une part, en soi, qu'on a du mal effectivement à reconnaître ou à identifier. Je voulais pas dire projection parce que les gens connaissent pas forcément. Moi, je l'ai découvert en formation de coach, donc. Oui, c'est un mécanisme de défense plutôt psychotique, mais sans parler des mécanismes pervers, parce que là, on rentre dans un sujet un peu épineux. Puis là aussi, c'est un fourre-tout. Tout le monde est pervers aujourd'hui, alors que c'est bien plus compliqué que ça. C'est être prudent dans les termes que l'on emploie, dans les analyses peut-être effectivement cavalières qu'on peut faire aussi des situations, des généralisations, mais tu fais bien aussi de le rappeler, hein. Des dérives ou des appropriations de concepts et qui sont erronés. Mais c'est ce que je disais au tout départ, c'est qu'en fait, c'est pas parce que on vit des choses qui se ressemblent qu'en fait on a les mêmes besoins et que la résolution sera la même. Ça, c'est une aberration qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, des gens qui affirment qu'en fait, pour tout le monde, il y a une solution unique qui va fonctionner. Ça, pour les gens qui sont en souffrance, ça peut être extrêmement, destructeur parce que à partir du moment où tu penses que t'es pas dans la norme,
Tu te dis: «Mais, je comprends rien, je suis un imbécile, gna gna». Enfin bref, ça peut aller très loin. Si en plus tu as une faible estime de toi-même, alors là, tu peux être encore plus en souffrance à cause de ça. Tu développes de la culpabilité, tu penses que tu es différent des autres. C'est horrible. Enfin, je veux dire, les gens qui font ça n'ont absolument aucune conscience de ce qu'ils fabriquent ou alors, ils ont de mauvaises intentions. Il y a de tout de toute façon dans ce monde. Si on parle de tes engagements, tu es bénévole dans les coachings du cœur. Oui. Tu nous dis un petit peu comment tu t'es retrouvée à être bénévole là-bas? Qu'est-ce que c'est comme association? Qui est-ce qui peut en bénéficier? Est-ce que c'est national? Alors, c'est une association nationale qui a été créée en 2021 par Éric Chabot, en réponse aux événements qui se passaient, dans notre pays et dans le reste du monde parce que, ça génère pas mal de souffrances psychologiques et l'idée, c'était d'aider effectivement les gens à pouvoir rebondir, malgré la situation et puis au moins être capable d'avoir une oreille, attentive aux difficultés des autres, parce qu'il y avait beaucoup de besoins. Cette association permet aux gens qui ont un revenu mensuel de 1 700 € maximum de pouvoir être accompagnés par un coach professionnel avec justement le titre de coach professionnel au RNCP. Il y a un contrat qui est fait avec l'association, le coach et le coaché, et il y a un nombre de séances maximum qui monte, je crois, à 10 max pour l'accompagnement. Donc c'est lescoachingducorps.com ou .fr, j'ai un trou de mémoire, on mettra le lien. Et moi je suis bénévole depuis janvier, c'est un beau cadeau d'avoir trouvé enfin cette association parce que en tant qu'aidant, on a tous envie de pouvoir à un moment donné aider les autres, même ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, mais il y a un moment donné, il y a ce questionnement qui se manifeste. Comment est-ce que je fais pour aider les gens qui sont en difficulté mais qui n'ont pas les moyens, alors que moi j'ai besoin aussi de gagner de l'argent pour vivre. C'est important. Et je trouvais pas d'association jusque-là qui me correspondait. Ils sont sérieux. J'aime beaucoup leur conception du coaching. Elle est vraiment cadrée comme prévu. Comment dire, dans le cadre du domaine du coaching professionnel. Et de deux. Il laisse la liberté aux adhérents, c'est-à-dire les coachs bénévoles, d'aller voir des associations, de proposer des actions nouvelles. Ce qui pour moi est extrêmement nouveau parce que je gravite depuis des années dans le monde associatif, mais j'ai souvent l'impression qu'on nous demande de rester à notre place et d'attendre que les autres nous proposent des choses. Mais j'ai pas le profil, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui aime aller sur le terrain, j'aime pas rester à ce qu'on me donne la béquille, quoi, parce que c'est pas comme ça qu'on apprend. Et donc là, moi, ça me permet dans le Loir-et-Cher d'aller voir des associations que je ne connais pas et de leur proposer mes services en tant que bénévole pour des demandeurs d'emploi et d'autres types de profils. Par le biais de cette association? Oui. D'accord. Tu as créé le podcast La Voix du m'en-foutisme qui aborde la notion de souveraineté intérieure. Alors moi, j'ai eu la joie de participer à ton podcast et d'avoir été interviewée. J'étais la première invitée. Et j'ai 2 questions. C'est quoi la souveraineté intérieure pour toi? Et c'est quoi le m'en-foutisme? Parce que avant d'être le nom de ton podcast, La Voix du m'en-foutisme, c'était aussi ta tagline, enfin comment dire, ou ton état d'esprit. Enfin, je veux dire, c'est ce qui était déjà notifié sur tes réseaux, ta philosophie. Ça c'est la traduction un peu de tout mon cheminement personnel, tant philosophique, psychologique et spirituel, qui m'a amené à cela. Enfin, c'est très personnel, parce que j'associe la notion de voix avec qui peut faire penser à du bouddhisme et le m'en-foutisme. C'est 2 choses. Déjà, j'ai l'esprit de contradiction et puis je trouvais que c'était plutôt marrant de mettre un truc un peu décalé plutôt que de mettre un terme un peu sérieux. Donc ça, bon, ça correspond à ce que je suis. J'aime bien un peu associer tout ça ensemble. Et le m'en-foutisme, c'est le lâcher prise. C'est à la fois en avoir rien à faire de tout et en même temps s'investir quand il y a quelque chose qui est important pour soi. C'est pas se considérer comme indispensable. Les cimetières sont pleins de gens indispensables. C'est considérer qu'on a le temps de faire les choses qu'on a besoin de faire, etc. En d'autres termes, c'est se foutre la paix. Je sais pas, j'ai entendu quelqu'un sur LinkedIn, quelqu'un l'écrire, c'est foutez-vous la paix. Vraiment, je crois que c'est un confrère des coachings du cœur qui a dit ça. Et je trouve ça super comme expression parce qu'en fait, on nous apprend à être dans le contrôle et à avancer toujours à marche forcée. Et le m'en-foutisme, c'est vraiment faut arrêter, faut profiter de la vie et arrêter de s'attacher à des choses qui n'ont pas d'importance, qui ne servent strictement à rien. Et ça rejoint la question de la souveraineté intérieure, parce que la souveraineté intérieure, c'est pouvoir décider de ce que l'on veut faire comme on le veut, sans être impacté par le monde extérieur. Ça rejoint aussi ce qui se passe en
En méditation, par exemple, tu apprends à entendre les bruits du monde extérieur, mais qu'en fait, ça ne change pas ton état intérieur de paix et de sérénité. Eh ben, c'est exactement pareil. Tu peux entendre le monde extérieur qui est en train d'hurler, comme s'est passé ces dernières années, et être capable de rester solide et de rester clair dans tes convictions et de décider du chemin que tu veux prendre dans la vie, sans entrer dans les mécanismes de peur, etc. Alors, attention, pour ça, faut pas regarder la télé, hein. On peut éviter certains trucs, faut s'informer un petit peu, mais faut pas, écouter en boucle un certain nombre d'informations. Sinon, ta souveraineté intérieure, c'est filoché parce que tu vas rentrer dans les mécanismes de peur, d'anxiété, etc. automatiquement. Parce que quand on nous répète des informations toujours les mêmes et qui sont négatives, on est fait de chair et de sang. Et à un moment donné, on pète un câble. Ça me paraît évident. Et donc, moi, je montrais aux gens qu'avec la souveraineté intérieure, on est libre de faire ce que l'on veut, mais aussi on est capable de changer ce monde. C'est une découverte que j'ai faite en 2021 qui m'a fait prendre conscience qu'on n'était pas dans cette situation d'impuissance apprise, comme l'appelle Idriss Aberkan, qui est neuroscientifique et etc. Oui, qui a un concept de Seligman pour expliquer la dépression. Ouais, et qui est vraiment génial parce que on est éduqué depuis toujours à penser que de toute façon on n'a pas le choix et que le système il fonctionne tel qu'il est et que nous on doit faire avec. Mais le système dans lequel nous évoluons, il existe bien parce que nous déjà on accepte son existence et qu'on le fait tourner. Si demain on décide de fonctionner différemment, le système il va bien devoir s'adapter à nous. Ça revient aussi à transformer le monde. Donc c'est la souveraineté intérieure, ça mène aussi à ça, parce que ça mène aussi à la souveraineté collective. Et en 2021, j'ai fait un post sur LinkedIn où j'ai fait un peu un coup de gueule vis-à-vis des événements qu'on connaît tous qui se produisaient vis-à-vis la vaccination, etc. Par exemple, ma mère rentrait en EHPAD à ce moment-là, et moi j'étais littéralement morte de trouille pour elle parce que ils allaient forcément la vacciner, alors que son médecin avait dit qu'il fallait d'abord qu'elle aille voir un allergologue parce que ma mère a un terrain allergique extrêmement important et ça aurait pu être mortel pour elle. Et moi j'étais complètement furax, mais en même temps, je vais pas rentrer dans le détail de mon histoire familiale, mais en fait, j'ai rien pu faire sur le fait qu'elle aille en maison de retraite. Et donc j'ai fait un post là-dessus en faisant un coup de gueule, en disant en gros on lui met un flingue sur la tempe et tout le monde trouve ça normal pour le bien collectif. Je me suis fait insulter bien évidemment par plein de gens et mon compte a été littéralement bloqué pendant 1 mois et demi. Moi, illustre inconnu, j'ai un tel pouvoir d'influence qu'on est obligé de bloquer mon compte. Moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, donc en fait, on nous a expliqué que nous n'étions que des gouttes d'eau qui formions l'océan, donc qui constituons le système. Mais en fait, non, c'est nous ce sont les gouttes d'eau qui font l'océan. Donc nous avons un pouvoir monstrueux au niveau communicationnel, mais au niveau de nos actes aussi, pour faire de ce monde ce qu'on en veut. Et c'est comme ça que, si tu veux, le cheminement est venu pour créer ce podcast sur la souveraineté, parce que plus on est droit dans ses baskets, qu'on s'accepte qu'on s'accepte tel que l'on est, ou on transcende ce qui nous pose un problème, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, plus on a conscience que on est tous interconnectés, tous les êtres vivants, j'inclus aussi les arbres, l'herbe, les animaux, on est tous interconnectés, donc il y a toujours des conséquences dans tout ce que l'on fait. Mais des conséquences qui peuvent être positives ou négatives, ça pousse à la réflexion et à se dire, il faudrait peut-être que je fonctionne autrement. Et c'est ça aussi, la souveraineté. En fait, si tu veux, si on vous devait répondre vraiment à ce que c'est la souveraineté, on y passerait des heures. Et je suis même pas sûre qu'on arriverait à une définition finale, parce qu'en fait, c'est pour ça que je commence à donner la parole à d'autres personnes. Et tu as été la première, et je te remercie mardi, à accepter que je t'interviewe. Elle sort d'ailleurs dans 15 jours, ton interview. Pour montrer que la souveraineté intérieure, ça passe par des cheminements totalement différents d'une personne à une autre, mais que ça nous permet de grandir, d'être de plus en plus conscients de nous-mêmes et du monde, et donc d'interagir avec beaucoup plus d'intelligence et de conscience par rapport à ce que l'on fait. Voilà. D'où te vient ce non-conformisme? Pas dire anti-conformisme, qui serait encore dans la dualité. Le fait que tu puisses, toi, décider de reprendre ta souveraineté intérieure, de faire ce que tu veux comme tu en as envie, de dire ce que tu penses, de faire ce que tu dis et de dire ce que tu fais, et des fois dans un langage, un peu cru. Enfin voilà, tu t'exprimes pleinement. D'où ça te vient, ça?
Je crois que je suis née comme ça. J'ai toujours été très douée pour voir les trucs qui clochent. J'ai toujours eu l'esprit de contradiction. J'ai toujours adoré faire des blagues et de prendre les gens à contre-pied, à déstabiliser, mais gentiment, sans méchanceté. Bon, j'avais pas conscience à l'époque que ça pouvait être mal perçu par les autres. Bon, maintenant ça va, je suis un peu plus consciente de moi. Mais à l'époque, effectivement, tant que je n'avais pas travaillé sur moi, j'ai fait des bêtises avec les autres. Ce non-conformisme, c'est avant l'âge de 10 ans. J'ai su que ce monde, il était bizarre, il y avait un problème, il était décalé, et c'est comme ça. Je ne sais pas répondre à ta question parce que je suis comme ça. Et on m'a dit, pour la question du vocabulaire un peu cru, c'est aussi parce qu'on m'a dit, les filles, ça parle pas comme ça. Alors moi, j'ai décidé, forcément, par esprit de contradiction, que je parlerais comme j'avais envie. Et dès petite fille, tu avais déjà analysé ce qui se passait dans le monde et ce décalage, ou toi, tu te sentais en décalage avec le monde dans lequel tu vivais à ce moment-là? Ah oui, depuis toujours, depuis toute petite, je me sens décalée. Et puis il y a eu, je me rappellerai toujours, alors j'avais pas 10 ans, et je me suis dit, ce monde est injuste, c'est un monde d'hommes. Il est aberrant, ce monde. Les femmes, sans les femmes, il y a pas d'avenir pour l'humanité. Mais on me dit que je suis inférieure. Alors j'ai décrété que tout ce qui était aux hommes était à moi. J'ai réclamé, j'avoue, à l'époque, un circuit automobile à mes parents, qui ont bien évidemment refusé parce que j'étais une fille. Grand Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est en train de demander? Ah, moi j'en ai eu un. Ah chouette, t'as eu la chance. Et, et, euh, et donc je piquais les jouets de mon frère, forcément. Mais comment tu t'es acclimatée à ce monde avec lequel tu te sentais en décalage? Est-ce que ça a créé une souffrance? Comment tu le vivais ou comment tu le vis? Est-ce que ça a évolué? Comment tu as fait avec ça? Pendant très longtemps, j'ai fait avec des bouts de ficelle. Tu pas à ta place. Tu essaies de rentrer dans un moule où en fait tu rentres jamais parce qu'en fait tu y corresponds pas du tout. Mais en même temps, plus j'entends les gens et plus je crois qu'en fait c'est le problème d'absolument tout le monde. On devrait plutôt nous apprendre à accepter notre différence et à l'aimer plutôt que de nous demander de tous se ressembler. Cette espèce de doxa où en fait, comme on a deux bras, deux jambes, où on est tous pareils, c'est un peu insupportable. Et en fait, ça tue aussi notre potentiel créatif. C'est ce dont je parle dans le dernier épisode, l'épisode 6 que je viens de sortir. En fait, j'ai un peu cultivé à la fois être en opposition à travers mon esprit de contradiction et en même temps j'ai essayé d'y trouver ma place. Mais en fait non, le monde dans lequel on vit m'a jamais laissé prendre ma place parce que j'arrivais pas en fait. Je crois que j'ai jamais eu envie en fait fondamentalement. Et aujourd'hui, parce que j'ai fait ce travail sur moi et que j'ai pacifié la relation avec moi-même et que j'ai compris que la réalité est bien plus vaste que celle qu'on nous inculque. Donc je reparle à nouveau de spiritualité. Maintenant, je suis à ma place parce que je fais partie d'un tout. Donc il y a plus d'angoisse, il y a plus de souffrance parce qu'effectivement à l'époque c'était une souffrance, elle était latente, elle était pas forcément conscientisée, mais j'en souffrais effectivement. J'essayais de ressembler à la fille que les garçons. Je voulais ressembler à ce qui attirait les garçons, ce qui pourrait plaire à l'entreprise pour que je puisse évoluer. En fait, j'étais tout le temps dans un rôle. Tout ça, je l'ai compris en travaillant sur moi, que j'étais pas moi-même, que en fait je répondais aux exigences de ce monde. D'ailleurs, on demande ça absolument à tout le monde. C'est intolérable, ça aussi. C'est tout le monde doit ressembler à l'idée que les autres s'en font. Et on nous demande d'ailleurs au quotidien de répondre aux besoins des autres. Et apprendre à dire non pour dire oui à soi est quelque chose qui est très important. Donc aujourd'hui, non, je suis à ma place. Et d'ailleurs, plus tu te sens toi à ta place avec toi-même. Enfin, en gros, quand tu t'es réconcilié avec ce que tu es véritablement, tu peux chérir ta différence et tes failles, les accepter. Et là, tu fais des rencontres assez étonnantes et tu te sens à ta place, même aux endroits où tu vois que t'as parfaitement pas ta place parce qu'en fait, en termes de valeur, tu t'y reconnais pas du tout. Mais tu ne fais que passer, ça n'a aucune importance, ça remet pas en cause qui tu es fondamentalement. Est-ce que c'est dans cette lignée-là que tu as créé ton podcast? Totalement. Mon podcast, c'est vraiment mon bébé. C'est l'aboutissement de tout un questionnement et l'envie de partager ce que j'ai compris. Je me positionne pas en détentrice de la vérité, mais j'apporte un regard par rapport à mon changement profond de paradigme et dire aux gens, vous pouvez être libre, vous pouvez être heureux et vous n'avez pas besoin d'aller dans les magasins acheter des trucs tous les jours pour être heureux. Décidez de ce que vous voulez faire dans la vie et vous verrez, ça se passera beaucoup mieux.
Mais c'est compliqué parce qu'effectivement, on nous a éduqués à faire ce qu'on nous dit de faire. Et ça, pour en sortir, ça m'a pris du temps, hein. Et je suis sûre qu'il y a certains sujets sur lesquels j'y suis encore je détricoterai tout ce qu'il est possible de détricoter jusqu'à la fin de ma vie. Aujourd'hui, quelle est la raison d'être de ton activité, de ce que tu fais, de ton podcast, de ton engagement dans l'association, de ton accompagnement de coach? Alors, il y a une expression, je sais plus comment ça s'appelle. Attends, c'est soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Bah tiens, que j'utilise d'ailleurs dans ton interview que je t'ai fait, que je publie dans 15 jours. Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde pour que ce monde aille mieux, pour qu'il soit un peu comme un espèce de jardin d'abondance. Il faut que nous on change. Il faut qu'on arrête comment dire d'être dans cette posture de soumission. Il faut qu'on arrête de penser qu'on n'a pas le choix et qu'il faut qu'on continue comme ça et de se donner le droit de réaliser nos rêves. Certaines personnes les ont depuis tout petit. Moi, c'est l'écriture et je me suis enfin autorisée à partir de 2018 à commencer à écrire. Mais je suis encore loin d'avoir abouti, mais ça, c'est en route. Je suis sur mon chemin. On apprend vraiment à ne pas à pas avancer, à être productif et à faire des enfants. Enfin, là, productif dans le boulot et à faire des enfants. Et là, et en fait, moi, j'essaie de dire aux gens, vous avez le pouvoir de transformer votre vie en profondeur, d'être la personne que vous voulez être et de vivre comme vous l'entendez. En d'autres termes, leur dire, vous pouvez changer de paradigme. Le paradigme qu'on nous a inculqué depuis toujours, il est erroné. Alors, peut-être que les gens vont me dire que je suis complètement barrée, mais c'est pas grave. Mais moi, c'est le constat que j'ai fait après tout ce cheminement personnel et puis les personnes que j'ai accompagnées. Alors, c'est sur des choses ponctuelles, mais je transmets cette idée que tout en fait est possible et qu'en fait on est éduqué à des choix extrêmement réducteurs. Et quand on ouvre les vannes, on se rend compte qu'en fait on peut faire tout ce qu'on veut. Ça prendra du temps. Alors, il y aura des efforts à faire. Va falloir apprendre. Ça va être compliqué par moment. On va se dire, je me suis trompée de chemin, mince. Mais non, tu t'es pas trompé. Faut que tu t'accroches. Soit, c'est pas facile. Je le constate. C'est plus difficile que de continuer à faire ce qu'on nous a dit de faire. Mais c'est un cadeau qui est monstrueux. Je ne reviendrai jamais en arrière. Si demain on me disait, tu peux retourner dans le groupe PSA, tu auras une stabilité financière comme tu n'as pas aujourd'hui, parce que travailler à son compte, on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Je dis non, jamais. Je refuse de retourner dans ce conformisme. Enfin, c'est pas comment dire un jugement de valeur vis-à-vis du groupe PSA. Hein. Je veux dire, on me dirait n'importe quelle entreprise, ça serait exactement la même chose. Pour ça que j'aide aussi en entreprise les managers à se poser la question de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Parce que quand on leur dit d'utiliser leur intelligence émotionnelle pour aider leurs collaborateurs à avancer ou qui sont des coach managers, ils doivent se poser la question, est-ce que tout ça c'est réaliste? Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Quel type de manager ils veulent être? Plutôt que de répondre à des injonctions de leur entreprise qui leur demandent finalement d'être des couteaux suisses, leur demandent de changer sans leur demander s'ils sont d'accord. C'est pas des choses, ce sont des gens, ce sont des êtres vivants. Alors, je me disperse peut-être. On était sur la raison d'être. Tu étais sur soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde, donc de commencer par se changer soi. Soyons le changement que nous voulons être. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Je me lève le matin avec l'idée d'aider les autres à trouver eux-mêmes leur propre chemin dans la vie pour qu'ils soient heureux et épanouis, éventuellement, à ce qu'ils puissent voir ce pan de la réalité qui m'a été montré à partir de 2016 au niveau spirituel, comme quoi le vide n'est jamais vide et qu'en fait, il y a des interactions bien plus profondes avec la réalité. Et avec ça, on a le pouvoir de pouvoir transformer ce monde en profondeur et qui devienne beau parce qu'en fait, on en a fait un monde de guerre, d'ego, de pouvoir, de sexe à outrance. Quand on voit les films pornographiques aujourd'hui, ça devrait être interdit, des trucs pareils, ça n'a aucun sens. C'est de la performance. Youpi, vive la sexualité, c'est pas ça. Construire un monde différent. J'ai aucune idée de quoi il pourrait ressembler. Enfin, moi, j'ai mon espoir intérieur, mais j'aimerais que les êtres humains prennent conscience qu'ils ont ce pouvoir de transformation d'eux-mêmes qui induit une transformation de ce monde. Moi, c'est ça qui me fait me lever le matin. Tous les jours, c'est ça que je transmets, même quand je vais voir la boulangère, je dégage ça. L'espoir est permis. Parce qu'en fait, c'est une réalité, mais qu'on a oubliée. Et quelles sont les valeurs qui t'animent? L'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'acceptation de moi-même et des autres tel que l'on est. Bon, ça induit aussi le respect. Il y a l'intégrité aussi.
T'as dit tout à l'heure que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Bon, il y a des loupés comme pour tout le monde, mais je m'applique à être vraiment dans ce principe de ne pas trahir ses principes. Sauf si en fait je me suis fourvoyée et qu'en fait je suis en train de faire quelque chose qui ne me convient pas. Alors j'explique pourquoi je ne peux pas faire les choses aux gens. Je dis ouvertement maintenant ma pensée. Mais comme j'ai pacifié la relation avec moi-même, c'est devenu facile de dire aux autres écoute, je peux pas et je t'explique pourquoi. Et je me rends compte que les gens ils accueillent vraiment très très bien les choses quand on dit les choses avec sincérité et sans arrière-pensée. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre valeur qui m'anime Ouais, bah c'est déjà pas mal, hein, l'amour inconditionnel. J'aurais pensé que tu allais me dire la liberté, Ah oui, 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 oui. mais c'est tellement intrinsèque que Ah oui, non, mais oui, c'est vrai, c'est ça. Alors oui, 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 la liberté. Oui, c'est vrai que je suis en quête de liberté, je crois, depuis que je suis née. Donc oui, oui, non, tu vois, il est tellement évident pour moi que j'allais oublier complètement. Oui, d'être des êtres libres. Nous sommes des êtres libres et faut qu'on le réintègre. On réintègre cette idée, elle est fondamentale. Merci, Katia. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la petite Christelle? Tu es en sécurité maintenant. Je t'aime de tout mon cœur et tu peux faire tout ce que tu veux. Va t'amuser, profite de la vie. On peut en dire en quelques mots comment elle était, la petite Christelle? Ah, elle était triste, elle était pas bien, elle était frappée, elle était insultée, donc elle allait pas bien, hein, donc elle était malheureuse, donc elle a beaucoup souffert. Je lui parle régulièrement, je lui fais des câlins pour lui dire tout va bien maintenant, tu es en pleine forme, voilà. Comment tu penses transcender tout ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir bon et à devenir la femme que tu es aujourd'hui? En 2018, avant d'être capable de poser les mots, j'étais une enfant battue parce que ça a été fondamental pour me permettre ce processus de guérison. J'ai eu une prise de conscience qui était tu as le pouvoir de guérir intégralement de toute la souffrance que tu as vécue. Et ça a été le moteur pendant plusieurs années pour m'aider à y aller. Et d'ailleurs, comme j'étais déterminée, j'ai fait des très belles rencontres. Par exemple, un ostéopathe qui m'a fait arrêter d'avoir des problèmes digestifs et la migraine, qui étaient en fait des symptômes qui étaient liés à mon histoire justement enfantine. Et en une séance, pouf, j'avais plus les symptômes. Dis donc, c'est incroyable quand même. Donc tu vois, enfin voilà, j'ai fait des rencontres et puis j'ai travaillé sur moi à travers les outils de coaching, mais aussi des intuitions qui me sont venues. Tiens, tu devrais travailler tel truc. Des rencontres, des gens qui ont mis le doigt là où ça faisait mal, sans le savoir. Et comme j'avais appris à écouter mes émotions et les pensées qui se manifestaient en moi et qui montraient qu'il y avait un problème, j'ai pu avancer comme ça. Voilà, en gros. Mais oui, j'ai détermination. Il y avait aussi le fait, maintenant j'en ai pris conscience, je ne veux plus vivre avec ça. Je veux complètement passer à autre chose. Je veux vivre ma vie. Il y en a marre. Alors, quels sont tes projets pour la suite? Il y en a plein. Mes projets, moi je fais le perso et le pro parce que on n'est pas juste pro ou perso. Là, je suis en train de chercher une maison pour l'acheter dans le Loir-et-Cher parce on est à notre place. On est arrivé ici il y a 3 ans, donc avoir notre maison et faire de la permaculture. Il y a écrire un livre. Je ne sais pas s'il parlera de spiritualité, de psychologie de manière sérieuse ou si ce sera un roman pour amuser les gens, parce que je pense que le rire est aussi, pour moi, c'est une composante de la spiritualité totalement indispensable même. Je sais plus qui avait écrit ça. Les anges rient. Mais oui, il y a du rire dans la spiritualité. Il y en a partout. Développer mon podcast, le faire connaître. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je veux faire J'aimerais pouvoir faire travailler un peu à la radio, venir parler aussi comme je fais dans mon podcast, mais d'autres types de sujets, mais toujours qui traitent de psychologie, de psyché, de spiritualité. Et puis j'aimerais aussi participer à des romans radiophoniques. Parce que j'ai travaillé ma voix pour faire mon podcast avec un coach vocal et prof de chant. Et j'ai envie d'utiliser cette voix. Et puis j'ai toujours aimé les romans. Moi, je suis plus auditive que visuelle. Moi, les films, je les regarde pas, je les écoute. Donc, participer à ce genre d'exercice, ça permet aussi d'aider les gens à travailler à s'autoriser plutôt à imaginer, à rêver, à supposer la réalité qu'il y a derrière les voix et le monde imaginaire qui est proposé. Voilà ce qui me vient à l'esprit là tout de suite. Plein de projets.
Si tu écoutes le travail de Juliette Dargan sur son podcast Rencontres surnaturelles, tu verras comment elle aussi, elle utilise sa voix au service des histoires qu'elle raconte. Elle écrit des histoires et qu'elle met en scène ensuite sur son podcast. C'est peut-être le genre d'exercice qui pourrait être plaisant pour toi. Alors oui, j'ai écouté et effectivement, ça fait partie des questionnements parce que ce qu'elle fait est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup les ambiances qu'elle met en place et son travail d'écriture. Et je me dis, tiens, ça c'est à m'apporter sur d'autres registres. Et ce serait, moi, ce serait plutôt avec le registre de l'humour, de faire vraiment rire les gens pour que ou des mondes un peu loufoques parce que je suis une fan de Terry Pratchett. C'est lui, Terry Pratchett, pardon, qui a fait démocratiser l'heroic fantasy. C'est un auteur anglais qui est décédé en 2015 et qui est extrêmement drôle. Ouais, j'aimerais beaucoup. Effectivement, t'as raison de le souligner. Ça aussi, ça peut être pour moi une option. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec toi? Où est-ce qu'on te trouve? Sur mon site web, capera.fr, sur LinkedIn aussi. On me trouve sur YouTube, sur SoundCloud. Bientôt, on me trouvera aussi sur Crossbunker et puis d'autres médias. Tu vois, on peut me trouver un peu partout. On me retrouve plus facilement en tapant la voix du manfoutisme et ça me plaît beaucoup que ça soit plutôt ça qui soit mis en évidence sur les moteurs de recherche parce que ce projet de podcast, je le fais pas dans un but je le fais pas dans un but de gagner de l'argent, mais vraiment de partager et avec le plaisir. Donc, ça me fait plaisir que ce soit ça qui sorte en premier. Voilà, en gros. Je t'ai invité sur mon podcast pour parler Nouveau Monde parce que j'ai décidé de donner la parole aux acteurs du Nouveau Monde. Alors, tu as commencé à donner une réponse tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le Nouveau Monde pour toi? C'est un monde où on arrête de penser que la peur, c'est le maître mot. C'est avant tout l'amour inconditionnel. Donc, je répète ce que c'est, l'amour inconditionnel. C'est vraiment, c'est l'acceptation de soi et des autres tel que l'on est. Ça veut dire c'est le non-jugement. Il n'y a pas de jugement, c'est j'accepte que tu es comme ça. Peut-être que je n'aime pas ce que tu es. Enfin, je veux dire qu'on peut pas fonctionner ensemble. Mais pour autant, je vais pas rentrer en conflit avec toi. J'accepte ce que tu es. Pour moi, ça, c'est fondamental. Il y a donc la peur. Il y a aussi dépasser nos limites, comme je disais tout à l'heure, je vais pas revenir dans le détail, qui nous empêche de voir des pans de la réalité, qui nous empêche en fait d'être créatifs et de voir qu'en fait on peut fonctionner en interaction avec notre environnement, avec la nature, plutôt que d'être dans une posture de destruction. Ça fait partie aussi effectivement de ce qui me fait me lever le matin d'ailleurs, ça, d'aider à construire ce monde nouveau qui est traité avec amour aussi inconditionnel en fait. Qu'on l'accepte tel qu'il est et qu'on arrête de vouloir le changer. Quand même fou qu'à l'époque des Lumières, on ait décidé que la nature était distincte de nous, alors qu'en fait, on fait partie d'elle. C'est un monde où on est capable de se remettre en cause, de dire je me suis trompé et continuer à avancer autrement. Voilà, ça peut être une forme de définition aussi, parce que on est beaucoup éduqué aussi à faire comme si tout était ok et pas dire les choses telles qu'elles sont. Et je pense que ça guérirait beaucoup de choses et ça réduirait considérablement les conflits entre les individus, entre les nations, etc. Et toi, comment est-ce que tu participes à ce qu'il y ait alors de l'amour inconditionnel, un non-jugement? Comment est-ce que tu participes à ce nouveau monde? Tu veux dire au quotidien? Dans tes actions, dans toi personnellement, professionnellement? Par exemple, quand je rencontre quelqu'un avec qui je sens que la mayonnaise prend pas, je suis dans l'acceptation, comme je disais tout à l'heure, dire qu'en fait, ce que j'étais en train de t'expliquer, c'est des trucs que j'applique moi-même au quotidien. Pour moi, ça relève de la spiritualité, d'un comportement de respect de respect de l'autre, de respect de la vie. Je fais exactement pareil dans mon jardin. Quand j'arrache une plante, je dis bah écoute, désolé, mais mais tu vois, il y a pas de, comment dire, je ne détends rien, je ne suis pas possessive, je ne possède rien, je fais partie de ce tout. Je m'applique à être la plus positive possible, même si parfois ça peut être un peu compliqué depuis 2020. Il y a des moments où c'est difficile, hein, comme pour tout le monde. Je suis impactée par ce qui se passe, quoi qu'il arrive. Je tiens à le dire parce que la psychologie positive, c'est pas que rester de marbre face à ce qui se passe. C'est important. C'est donner aux autres sans attendre de recevoir. Participer à ce nouveau monde, c'est m'appliquer à rester connecté à mes vrais besoins et non pas à ceux que la société veut me donner, et donc de continuer à avancer par rapport à ce qui donne du sens à mon existence, et donc d'être centré sur moi, non pas égocentré, mais centré sur moi, parce qu'en fait, plus tu es centré sur toi, plus tu es en capacité d'écouter les autres, de pouvoir les aider de quelque manière que ce soit quand c'est nécessaire et quand ils en ont envie. Et je parle pas que de coaching en disant ça, hein. Je parlais surtout d'autre chose. On arrive à la fin de l'interview. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Non, j'ai pas de rien ne me vient, donc c'est très bien comme ça.
Et est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose de plus avant qu'on termine l'interview sur mon portrait chinois? Ça répond déjà à ta question, à une des questions du portrait chinois, c'est la citation, et je pense que c'est important. C'est une citation de Mark Twain que j'ai beaucoup utilisée quand j'étais dans mon propre cheminement et qui m'a aidé à continuer à avancer et à accepter qu'en fait, j'étais pas obligée de respecter un certain nombre de règles qu'on m'avait inculquées. C'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et moi, ça m'a vraiment aidé, notamment parce que j'ai lu pas mal de choses en psychologie, en neurosciences, et ce que j'entendais beaucoup, c'est que les auteurs de ces ces livres ou de ces vidéos laissaient supposer qu'en fait changer c'était très compliqué et que il fallait surtout plutôt faire avec ce qu'on avait vécu. Et moi, j'avais la certitude qu'il était possible de vraiment changer en profondeur, et je savais pas l'expliquer, c'était pas du tout rationnel, mais c'était une intuition très forte. Et cette citation de Mark Twain, elle m'a vraiment permis de aussi de continuer, parce que plus j'avançais, plus je me rendais compte que oui, les limites c'est dans notre tête, c'est pas ailleurs. Alors je dis pas qu'on peut guérir de tout, après on a tous des chemins différents, mais moi j'ai guéri en très grande partie. Il y a peut-être des trucs qui traînent, hein, je pense. Voilà. C'est ma façon de donner un message d'espoir, je pense, à toutes les personnes qui s'en sont bien pris dans la figure, et leur dire il y a pas de fatalité, vous pouvez avoir l'espoir que ça puisse changer. On termine sur le portrait chinois? Ouais. Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Des nouilles chinoises. Alors c'est drôle parce que soit les pâtes reviennent régulièrement, soit des plats thaïlandais ou chinoises ou asiatiques. C'est vrai? Oui, c'est assez drôle. Je rajoute des crevettes, tu vois, on va mettre des petites crevettes et des poivrons avec, voilà. Il y a une connexion entre vous, il y a quelque chose. Si tu étais un livre? J'ai pensé à plusieurs, mais j'ai décidé de choisir un des livres de Terry Pratchett qui s'appelle Procrastination. Ça fait partie des annales du disque monde pour ceux qui connaissent, donc auteur d'Heroic Fantasy. Et dans ce livre, en fait, en toile de fond, en permanence, il ne parle que de spiritualité et de la non-existence du temps, etc. Et dans chacun de ses livres, il parle de plein de sujets très différents. Il fait souvent de la critique sociale aussi, mais il est extrêmement drôle et il est très très fin dans sa façon de faire. Alors si tu t'as un dicton, tu nous l'as déjà donné, Ouais. mais est-ce que tu peux donc nous le redonner? Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. De Mark Twain. Ça veut dire qu'en gros, ils n'ont pas la croyance qu'ils ne peuvent pas y arriver, donc ils peuvent y aller. Si tu étais un film? J'en ai plusieurs, j'ai envie de te dire des trucs un peu déconnants, genre Paul, tu sais, c'est avec l'extraterrestre qui est sur Terre et qui est un peu barré, qui fume des joints et qui essaie de se sauver parce que t'as Sigourney Weaver qui fait partie d'une organisation gouvernementale secrète, l'a enfermée et elle veut lui enlever le cerveau. C'est complètement loufoque, mais sinon il y a Mange Priem avec Julia Roberts. Celui-là aussi, c'est le top 3 des films qu'on me donne. Ouais, mais il est très bien. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de lire aussi le bouquin parce qu'il est complètement différent et d'un point de vue spirituel, les deux sont complémentaires. Parce que alors, dans le film, bon, ils sont un peu binounours parce qu'ils nous parlent de l'amour, mais entre des êtres humains. Ça serait mieux s'ils parlaient plutôt justement de cet amour inconditionnel. Mais oui, il est très bien ce film. Et le film avec Sigourney Weaver, il s'appelle comment? Paul. Ah, d'accord. Et si tu étais un super-héros ou une super-héroïne? Moi, je vais choisir Shazam, que j'ai revu il y a pas longtemps. En fait, c'est un gamin qui va se retrouver super-héros, mais il a pas de nom, je crois, ce super-héros. Et en fait, avec ses copains, ils vont tous devenir des super-héros et nous protéger des 5 péchés capitaux. Et en fait, c'est des gamins en fait qui se transforment en super-héros. Et le film est drôle, léger. C'est vraiment le combat du bien contre le mal. Je me demande pourquoi est-ce qu'on a autant de super-héros ces dernières années, comme si on avait besoin de nous d'être sauvés, alors qu'on peut se sauver tout seul. Donc ça me gêne un peu. Mais bon, si on veut être un peu dans l'ego, alors je suis forcément, comment elle s'appelle, la superbe actrice israélienne là qui fait à Wonder Woman. Ah oui. Elle est belle, hein? Oui, je sais plus comment elle s'appelle. Oui. Merci Christelle de ta participation. C'est moi qui te remercie de m'avoir donné la parole. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Christelle Charlier vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, retrouvez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite.
pour un nouveau témoignage d'une belle âme.